assez présent, ce que je vois, c'est une société clivée, c'est une société polarisée. Si activistes veulent mettre tous ensemble, la tâche est gigantesque, elle est énorme. Parmi les questions brûlantes, quel lien établir entre la jeune femme rurale, dont la priorité est l'accès à l'eau et l'allègement de son fardeau quotidien, et la jeune citadine préoccupée par son iPhone dernier cri et ses cheveux naturels? Quelle connexion entre ces deux personnes voulons-nous établir? Comment mettre ces deux personnes dans cette salle et leur permettre d'avoir un dialogue constructif, d'avoir les mêmes préoccupations? C'est une question extrêmement difficile. Et puisque les médias sont interpellés, interrogeons-nous, comment les médias peuvent-ils satisfaire l'une et l'autre? Satisfaire la jeune femme rurale, dont la priorité, je le répète, ce sont les tâches quotidiennes, alléger ces tâches quotidiennes, c'est avoir accès à l'eau, c'est avoir accès à un hôpital près de chez elle. Et cette jeune citadine qui a des préoccupations tout à fait contraires, comment les médias peuvent connecter ces gens? Et je continue mes interrogations. Que veut dire innovation numérique pour des villages sans électricité ni eau courante? Est-ce que nous ne sommes pas en train de faire de l'entre-soi en voulant faire porter à cette révolution numérique, aux innovations numériques, plus lourd qu'elles ne peuvent porter? Parce que, rappelons-nous, ce n'est pas pour le pays qui est connecté. Je reviendrai plus tard sur les chiffres. Toujours dans le registre des interrogations, j'en ai beaucoup, je vous l'ai dit. Comment les plateformes numériques, nombreuses et multiformes, traitent-elles ou mettent-elles en relation ces deux mondes, ceux des hyper connectés? On nous parle d'un taux de connexion mobile de plus de 114%. Ce sont les Sherpas, les Chadao, qui ont 2 téléphones connectés, 3 tablettes connectées. Et puis à côté, on dit que ce sont 10 millions de Sénégalais qui ont accès à Internet, donc il nous reste à peu près 8 millions de Sénégalais qui n'ont pas accès à Internet. Ce n'est pas la moitié, mais ce n'est pas loin de la moitié. Lorsque nous parlons de connexion, d'innovation numérique, de révolution numérique, avons-nous toujours en tête ces 8 millions de personnes qui n'ont pas encore accès à Internet? Là où d'autres ont 3, 4, 5, 6 connexions. Il n'est pas facile de répondre à toutes ces questions, et vous l'aurez compris. Il y en aura encore des questions, et je ne suis pas sûr d'avoir toutes les réponses. Donc, je suis venu avec des interrogations, je viens avec quelques inquiétudes, mais pour ne pas casser l'ambiance de ce forum, j'essaierai de dénicher quelques petites notes d'espoir. Oui, il nous faut de l'espérance, puisque c'est l'espérance qui nous porte, qui nous permet chaque jour de réaliser un peu de notre destin et de contribuer un tant soit peu au destin commun. Le sujet nous avait enjoint de voir comment y arriver ensemble, me semble-t-il. J'ai choisi de m'interroger et de parler sur ce ton car la tentation était grande, comme souvent dans ce genre d'occasion, de venir servir un exposé, recherché, riche, étoffé sur notre démocratie, sur les textes de loi qui régissent nos vies ou celles qui réglementent la vie des médias, ou encore sur les fameuses lois de 2008 qui encadrent encore l'essentiel de notre activité en ligne. C'était, je crois, le plus facile. J'ai beaucoup hésité sur quoi vraiment dire devant un public où les gens connaissent plus ou moins tout cela. Les gens connaissent les textes. Ce qu'il nous faut, c'est nous questionner plutôt, bousculer nos certitudes. Et je crois que pour moi, c'est un peu ce que j'essaie de faire ce matin, pour que pendant les panels, pendant les sessions, nous tous nous acceptions de bousculer nos certitudes.
J'aurais pu citer des chartes, toutes ces conventions et tous ces traités internationaux auxquels le Sénégal a adhéré. Chartes et conventions qui nous garantissent toutes sortes de droits, nous promettent sécurité et liberté. Je dis promesses et promesses. Donc cela va de la vieille déclaration universelle des droits de l'homme à la relativement plus récente Convention africaine sur la cybersécurité, en passant par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, et j'en passe, il y en a des dizaines et des dizaines. Et je disais promesse car, pour revenir au mode interrogatif du début, ces textes nous garantissent vraiment la liberté. Tous ces textes qui ont été signés, toutes ces lois qui existent, qui tous disent nous avons accès à ceci, nous avons accès à cela. Je pense à notre Constitution, aux articles 8, 9, 10, 11, etc. Tout cela nous promet liberté, liberté, liberté. Mais est-ce qu'au fond, ils nous garantissent la liberté? À part le fait de l'écrire, est-ce que la liberté est garantie? Est-ce que la sécurité est garantie? Liberté et sécurité sans lesquelles, forcément, il n'y a pas d'êtres humains épanouis, il n'y a pas de société humaine sûre où on vit. Et pour rester toujours sur ces questions, que valent tous ces textes de loi? Que valent tous ces traités et toutes ces conventions lorsqu'ils sont bafoués? En tant que tel, qu'est-ce qu'il va? Le fait d'être dans des traités signés, c'est quelque chose. Mais encore, on s'interroge davantage lorsqu'ils sont bafoués. En ce moment, dans notre pays, il y a un grand débat sur la justice. Je crois que nous sommes tous interpellés. Et que parmi les lois, là où les dirigeants aussi semblent les ignorer. Parce que c'est le débat en cours, sans prendre parti, le débat existe. Il nous faut oser l'affronter, sans prendre parti, oser l'affronter. Je crois que c'est important. Que valent les lois si les juges, censés les administrer, n'inspirent plus confiance et sont quotidiennement insultés et voués aux gémonies? Parce qu'il y a les deux. Il y a la question de la confiance. Est-ce que j'ai confiance au juge qui va trancher mon affaire? C'est un aspect important. Mais aussi, est-ce que, parce que je n'ai pas confiance, j'ai le droit d'insulter le juge? Ce sont des questionnements. Et je crois que si on ne règle pas ces problèmes-là, les textes sont froids. J'ai pour habitude de dire que le droit, ce n'est ni la vérité ni la justice. Les gens se trompent. Le droit, ce n'est absolument pas la vérité. Ce n'est absolument pas la justice. C'est ce qui fait que certains sont condamnés à 5 ans, d'autres à 4 ans, d'autres à 3 ans, d'autres à 10 ans, parfois sur la même affaire. Ils ont fait le crime, mais les juges tranchent et décident. Donc, sommes-nous sûrs que nous sommes ensemble et que nous voulons rester ensemble, comme le postule la thématique sur laquelle il m'est donné de réfléchir? Pour être ensemble et être bien ensemble, ne faut-il pas au préalable la confiance? Je crois que si nous répondons à l'invitation de l'affectivisme, c'est parce que nous faisons confiance à l'organisation. C'est parce que nous pensons qu'en venant ici, il n'y a pas de grand risque. Il aurait suffi qu'on dise que, attention, il se peut que des ennemis d'affectivistes mettent une bombe dans la salle pour que personne d'entre nous ne vienne, pour que nous restions couchés. Donc la confiance est un élément important pour ce dont nous parlons. Or, cette confiance n'était pas aujourd'hui rompue au Sénégal. Encore une question. La confiance n'était pas rompue. À n'importe quelle échelle que l'on prend, je crois que c'est quelque chose que porte. Qu'est-ce que les médias, les plateformes numériques peuvent-elles apporter dans la reconstruction de cette confiance? Parce que je crois qu'en fin de compte, c'est cela. Si nous voulons aller ensemble, si nous voulons travailler ensemble, les médias, les plateformes numériques, je crois, devraient pouvoir y aider. Mais ont-elles la capacité de le faire? Ont-ils envie de le faire? Je crois que ce sont des questions. Et ça m'amène à parler des médias. Ils sont beaucoup critiqués
critiqué aujourd'hui, je viens du monde des médias, et je sais que les critiques sont vives pour diverses raisons. Mais nous acceptons tous que les médias ont un rôle à jouer dans la démocratie. Les médias le jouent-ils bien, ne le jouent-ils pas? Ce sont des questions, on peut s'interroger, mais le rôle dans la démocratie est important. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que c'est le quatrième pouvoir, même si parfois, quand je suis avec mes confrères, je leur dis, mais qui donne la légitimité à ce pouvoir-là. Le président, nous savons qu'il est élu par le peuple. L'Assemblée est élue par le peuple. Le pouvoir judiciaire, il est nommé par des gens qui sont élus par le peuple, mais qui donne à mon jeune frère Mamoudou là-bas le pouvoir de créer son média, si ce n'est qu'il a ses fonds et qu'il a la capacité de créer et l'envie de créer un média. Est-ce qu'il y a la légitimité populaire qui encadre les autres pouvoirs, qui transmet son pouvoir aux élus, à l'Assemblée, etc. C'est une question. Je crois, c'est vrai qu'on nous répète quatrième pouvoir en Europe, mais je crois qu'il faut s'interroger sur la légitimité de ce pouvoir-là. Et alors, j'aime souvent poser la question à mes jeunes étudiants, comment faisons-nous en tant que médias pour avoir la légitimité? Pour moi, tous les autres ont leur légitimité a priori. Le média, il obtient sa légitimité a posteriori. A posteriori, en servant bien le peuple. Je crois que les journalistes, c'est un peu cela. Quand on parle de quatrième pouvoir, c'est très problématique, mais nous devons l'accepter. Maintenant, il est vrai qu'aujourd'hui, l'exercice de quatrième pouvoir pose problème. Il y a d'énormes défis. Je pourrais y revenir plus tard, mais il y a d'énormes défis pour les médias. Nous vivons une grande crise de l'information. On ne peut plus parler d'information sans parler de mésinformation, sans parler de désinformation, sans parler de malinformation, sans parler d'infodémie, sans parler de fake news. Tous ces termes-là, si vous les voyez, sont plus ou moins négatifs, pathologiques. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une vraie crise de l'information. Dans cette crise de l'information, comment les médias, et les médias sénégalais n'y échappent pas, comment vont-ils retrouver leur légitimité? Comment peuvent-ils encore exercer le quatrième pouvoir? C'est une question importante. J'espère que pendant les débats, pendant les panels, nous allons en discuter. Et je passe à l'innovation numérique. L'innovation, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, ce n'est pas la créativité. Souvent, on confond l'innovation à la créativité. Pour qu'il y ait vraiment innovation, il faut qu'il y ait un petit plus, qui permet de régler un problème. La créativité, c'est au niveau des idées. C'est à partir du moment où on travaille et qu'on apporte des solutions. J'étais au Philippe il y a quelques jours et un jeune nous faisait quelques présentations. Je crois qu'on y a cité une radio que Cafartiviste avait fait marcher contre le régime de Djamé. Je ne sais pas si je peux dire contre, en tout cas du temps du régime de Djamé. Une radio qu'on avait fait marcher au Burkina alors que tout était arrêté, que les gens arrivaient à capter, et d'autres solutions numériques comme ça. Je crois que quand on parle d'innovation, on pense à ces choses-là. Comment pouvons-nous mettre ces innovations au service de cet ensemble dont nous avons parlé? Ça, je crois que c'est la très grosse question. Nous savons tous que l'avènement et la montée en puissance de l'Internet ont changé le monde. Le monde de 2023 est extrêmement différent du monde de, disons, 1990-91. Ce n'est pas un moment, même si on prend le monde de 2000 et le monde de 2023, je crois, en 23 ans, il y a eu des changements fulgurants. Ceux qui travaillent sur l'histoire de l'Internet, ça, 69 déjà on en parlait, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui. Lorsque le World Wide Web a été lancé, 89 je crois,
ça n'a rien à voir. Je rappelais tout récemment, à l'hôtel où on était à Ouaga, la première fois que j'étais à Ouaga pour former les gens sur l'utilisation des outils numériques, si je vous dis ce sur quoi je l'ai formé, les gens vous disent que je suis un imposteur. Et pourtant, c'est vrai, une organisation sérieuse m'a déplacé jusqu'à Ouaga pour former les gens. C'était juste apprendre, savoir que l'Internet existe, se connecter, browser, naviguer et envoyer des mails. C'est récent, c'est récent. Aujourd'hui, je crois ça, nous le prenons comme acquis lorsque nous parlons des plateformes numériques. Ce que nous essayons de voir comme innovation, c'est situé à un autre niveau, absolument pas ça. Donc, et ça nous a mené, en tout cas, ça a mené ceux qui travaillent sur ces questions à la notion de technologie disruptive. Je dis toujours, c'est une mauvaise traduction de l'anglais. Disruptive en anglais, si on l'avait bien traduit, on aurait dit technologie perturbatrice. Malheureusement, souvent, nous francophones, nous sommes très contents de reprendre les termes anglophones, ça fait beau et tout, mais après on perd un peu. Je crois que si on avait traduit disruptive technologies par technologie perturbatrice ou de technologie disruptive, on aurait mieux vu, on aurait mieux senti le chamboulement qu'opèrent ces technologies dans nos vies, dans nos activités, qu'elles soient familiales, professionnelles ou autres. Et ces technologies sont en train de tout perturber. Ce n'est pas pour rien qu'en ce moment, TikTok est coupé au Sénégal. Je ne sais pas, j'espère que pendant le panel on en parlera. Mais si TikTok est coupé au Sénégal, c'est que quelque part, TikTok perturbe quelques zones. Donc on a bien dit technologie perturbatrice. Si nous oublions le disruptif de l'anglais et que nous revenons au français, perturbatrice, ça perturbe bien quelqu'un. Qui ça perturbe, je ne sais pas, mais en tout cas ça perturbe. Alors comment voudrions-nous qu'avec des technologies perturbatrices, comment voulons-nous organiser le vivre ensemble? Parce que le vivre ensemble, ça veut dire cohésion, ça veut dire harmonie, je crois. Comment on pourrait arriver à vivre ensemble si les technologies que nous voulons utiliser sont par essence perturbatrices? Je crois que c'est une question qu'il va falloir ajouter à la réflexion. Ce n'est pas la peine d'insister sur tous les bons usages, tous les mauvais usages. Il nous a parlé d'utilisation éthique dans son mot de bienvenue, d'utilisation éthique de la technologie. Est-ce que lorsque on utilise une plateforme, que ce soit Facebook ou YouTube, pour appeler à la violence, est-ce qu'on est dans la violence, est-ce qu'on est dans un usage éthique? Est-ce que lorsque le gouvernement Internet et que tout le monde n'en a pas, est-ce que nous sommes contents? Est-ce qu'on est en train de connecter les gens? On est en train de couper les gens? Donc je crois que ce sont ces petites choses-là qui font que ces technologies, il y a le bon usage, il y a le mauvais usage, y compris dans la réglementation et dans la régulation. De plus en plus dans le monde, ce n'est pas qu'au Sénégal, les gens veulent réguler les plateformes numériques. Oui, certainement, il y a besoin de réguler, mais vous savez bien que ce que moi je pense de la régulation, ce n'est pas forcément ce que peut penser un fonctionnaire du ministère de la Communication, de la Régulation. Ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui travaille dans un service de cybersécurité au ministère de l'Intérieur. Ce qu'il pense de la régulation, ce n'est pas forcément ce que je pense de la régulation. De la même manière que si nous voulons utiliser ces technologies pour exprimer nos idées, nos opinions, juste à quel point pouvons-nous aller et qu'est-ce que nous pouvons dire, qu'est-ce que nous ne pouvons pas dire. Je ne pense pas qu'ici, dans cette salle, il y ait quelqu'un qui soit pour une liberté absolue. Est-ce que les gens qui passent le temps à insulter sur le web, qu'est-ce que nous en pensons? On les laisse continuer à insulter tout le monde. Les gens qui utilisent le web pour diffuser des données personnelles, pour faire du chantage, on le voit chaque jour, les services de cybercriminalité, les gens qui ont filmé quelqu'un, qui diffusent, ce sont des questions extrêmement difficiles. Entre la liberté, la responsabilité, quel usage on va en faire. Et tout cela nous mène à la démocratie.
Et là aussi, je ne vais pas m'attarder sur des définitions académiques. Il y a des gens dans cette salle certainement qui connaissent mieux que moi la démocratie, il y a des politologues, il y a des juristes et tout ça. Je ne suis rien de tout cela. Je ne suis qu'un simple journaliste. Donc, non, je ne vais pas me hasarder dans tout cela. Cependant, je vais encore m'interroger, est-ce que les élections, puissent-elles libres, transparentes et inclusives, comme tout le monde le réclame, font-elles la démocratie? C'est une question. Et celui qui vous le dit ne vote pas. Je ne vote pas. Parce que je ne pense pas que la démocratie, ce soit le fait d'élire quelqu'un. On vous dit devoir citoyen. Moi, je crois, par ailleurs, dans d'autres secteurs, dans d'autres sphères, au quotidien, chacun de nous peut exercer son devoir citoyen. Je ne pense pas qu'on soit en marge de la loi en se posant la question sur l'utilité des élections. On nous a tellement mis dans cela, mais encore une fois, il nous faut bousculer nos certitudes. Je sais que ça peut choquer, ça peut être difficile de questionner le système électoral, parce que c'est ce que nous savons, c'est avec quoi nous avons grandi, c'est ce qu'on nous dit qui symbolise la démocratie. Les alternances politiques pacifiques par les urnes suffisent-elles à faire la démocratie? Le Sénégal est un pays. Pourtant, le président qui est là est venu pouvoir par une alternance pacifique. Le Sénégal est une crise politique profonde. Et avant cela, son prédécesseur est venu au pouvoir par les urnes. Alternance politique pacifique. Ça n'a pas empêché qu'on a connu une fin de règne assez difficile pour ce président-là. Juste pour dire que la fixation sur les élections nous a fait oublier l'essentiel de ce qui fait la démocratie. Je crois que ça aussi, c'est des choses, c'est des questions sur lesquelles nous devons nous interroger. Est-ce vraiment le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple, que d'avoir un chef d'État pris en charge, dont la sécurité est assurée, dont la famille est protégée, dont toutes les dépenses sont prises en charge par le peuple, au milieu d'un peuple qui vit dans l'insécurité, dans le besoin parfois? Est-ce que c'est cela la démocratie? C'est avoir un président très bien élu, très bien gardé, très bien sécurisé, et la masse, la grande masse, dans le grand besoin. Est-ce que c'est cela la démocratie? Pour moi, ce n'est pas cela la démocratie. Si nous disons gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, il faudrait que le peuple soit sécurisé. Il faut que le peuple soit aussi bien à l'abri du besoin que le président et sa famille le sont. Sinon, nous ne sommes pas dans une démocratie. On nous l'a vendu, nous l'avons accepté, nous l'avons acheté, mais je crois qu'il nous faut, si nous voulons changer le monde, bousculer nos certitudes. Le monde a bougé à chaque fois qu'il y a eu des gens suffisamment courageux, suffisamment audacieux pour bousculer les certitudes. Parce que le confort des idées reçues, des idées avec lesquelles nous grandissons, je crois qu'il est toujours là. Ce n'est pas pour rien que partout dans le monde, les populistes profitent de ces failles payantes et bien réelles de ce qu'on a toujours convenu d'appeler la moins pire des formes de gouvernement pour quelque part favoriser ce qu'on a appelé la démocratie. À partir du moment où on dit la moins pire, je crois qu'il y a un problème. Il nous faut questionner ça. Est-ce qu'il n'y a pas mieux? Est-ce qu'on ne devrait pas aspirer à mieux? N'avons-nous pas le droit d'aspirer à mieux? Au Sénégal, depuis l'indépendance, des générations se battent pour cette démocratie. Mais ils se battent juste pour la démocratie institutionnelle. On veut une assemblée où les gens sont bien élus, on veut un président qui est bien élu, etc., etc. Pour moi, le vrai combat, si nous voulons la démocratie, c'est que chaque citoyen soit sécurisé, chaque citoyen, à défaut des privilèges qu'a l'État, ait ses besoins primaires réglés. Rappelez-vous la jeune dame dont j'ai parlé en milieu rural. Quand nous parlons de cela, peut-être que ça peut ne pas l'intéresser, ça peut lui paraître des débats inutiles parce qu'elle veut de l'eau, elle veut un hôpital, elle veut un dispensaire à côté d'elle.
Donc on a eu nos deux alternances pacifiques, mais hormis quelques compliments de la communauté internationale, que nous ont-elles apporté en tant que peuple? Qu'est-ce que ça nous a apporté? Est-ce que ça a vraiment changé? La question reste posée. On est en train de nous dire que la démocratie en parle, qu'elle est bafouée, voire qu'elle n'existe plus. Qu'en est-il exactement? Je crois qu'on peut y penser. Les biais partisans empêchent de trouver une réponse sereine. Et ça aussi, il faut le dire. Ceux qui revendiquent la démocratie n'ont pas assez d'ouverture d'esprit pour entendre tous les sons de cloche. On me signale que l'heure approche, j'ai terminé. Merci Adama. Ceux qui nous disent qu'ils se battent pour la démocratie n'ont pas cette ouverture d'esprit, cette tolérance qui leur permet d'entendre le son de cloche. Et c'est pour ça que je disais que l'ensemble, c'est qui et qui. Qui voulons-nous connecter, qui et qui voulons-nous mettre ensemble dans la salle. Je vais essayer d'aller plus vite, ça va sauter quelques points sur lesquels je voulais revenir. Et peut-être donc revenir sur comment les médias, et c'est peut-être sur ça que je vais essayer de terminer la espoir que j'avais promis, pour qu'on ait des raisons d'être là et de discuter. Comment les médias peuvent-ils contribuer à la démocratie? Comment la révolution numérique et les innovations numériques peuvent-elles contribuer à la démocratie et nous permettre de vivre ensemble? Quelques pistes qui peuvent être intéressantes, je crois, et ça, moi j'aimerais bien que Affectiviste mène ce combat, qui est un peu le mien. Il nous faut accepter l'indépendance des médias. Dans ce pays, ça fait quelques années, on nous dit que l'indépendance des médias n'existe pas. On veut que les médias soient partisans. C'est vous êtes pour celui-ci ou vous êtes pour celui-là. Je crois, non, ce n'est pas la vocation des médias. Les médias de service public, et aujourd'hui, il y a dans le monde une grande conversation. J'ai participé en septembre à 2 rencontres. Aujourd'hui, on est en train de parler de médias d'intérêt public, de journaux d'intérêt public, public interest news, comme on le dit en anglais. Et pourquoi? Et je disais que c'est quelque part une redondance. Le journalisme, il n'est pas essence intérêt public. Mais si on en arrive là, c'est que les journaux, à force de vouloir satisfaire les besoins des uns et des autres, sont devenus partisans. Ou ils sont alliés à des lobbies économiques, ou ils sont alliés à des partis politiques. Donc, les gens sont à la quête de l'indépendance qui faisait les médias, qui fait l'âme et l'essence des médias. Je crois que cette indépendance-là, il nous la faut. Bien sûr, le pluralisme, et quand je dis pluralisme, c'est avoir des médias qui font des choses différentes, pas un peu comme malheureusement ce qu'on voit chez nous, on se réveille, la plupart des médias ont la même une. Si c'est Sherpa qui a fait sa grande conférence de presse, le lendemain, il y a de fortes chances que c'est lui qui sera à la une. Donc ça, je crois, pour moi, pour les médias en tout cas, pour qu'ils puissent contribuer, il nous faut régler le problème de l'indépendance. Et pour ce qui est des plateformes numériques, ça, je crois que c'est encore plus difficile. Pourquoi? Parce que c'est des plateformes qui changent, c'est des plateformes sur lesquelles nos pays n'ont pas de grand contrôle. Je crois que c'est un problème. Mais on a vu comment ces plateformes-là sont utilisées pour créer des chaînes de solidarité. On a vu des gens qui organisent du funding pour de bonnes causes. On a vu sauver un malade. On a vu dans quelle localité il n'y a pas telle chose et que les gens se mobilisent, on le voit de plus en plus. Je crois que pour la mobilisation citoyenne, ça peut aider pour les causes sociales, pour les causes justes. Et peut-être que je vais m'en arrêter là, parce que je crois que ça, c'est un peu le combat d'activisme. Essayer d'utiliser la technologie pour des causes justes. Je m'en arrête là. Merci. Merci à vous. C'est une keynote, je pense, qui nous met en plein pied dans le séminaire. Et c'est encore un grand merci. Donc, je vous dis encore un grand merci, maître, cher maître. Je sais de quoi je parle. Et quelqu'un pourrait dire, franchement,
Chimamanda Ngozi, donc la Nigériane écrivain qui disait, si tu ne comprends pas, pose des questions. Si poser des questions te met mal à l'aise, dis-le et pose-les quand même. On voit facilement si une question part d'une bonne intention. Puis, écoute encore davantage. Parfois, les gens ont seulement envie d'être entendus. Et je pense que ça résume très bien les propos de notre maître encore de ce matin qui nous a emmenés dans un questionnement. Et j'espère qu'on pourra avoir ces réponses-là et les concilier, comme je l'ai dit, dans un environnement qu'ensemble on puisse le partager à ceux-là peut-être qui n'ont pas pu être ici. Merci et je voudrais encore l'ovation d'ensemble pour ces propos. Les mots sont bien choisis parce que c'est un maître et la personne qui va venir tout à l'heure pour conduire le premier panel, donc le panel de lecture, je pense, est sortie aussi de l'école qu'il dirige. Donc, pas qu'il dirige, mais de travailler ensemble parce qu'elle est sortie du CESTI, lui, de Belgicom. Et je sais qu'ici, ce sont deux grandes écoles qui se font face, qui se regardent et comment je dis ça, qui forment les journalistes. Et cette dame, quand j'ai essayé de regarder sa bio, et quand j'ai vu un peu ses interviews, son punch, certains la considèrent comme une rebelle. Oui, une rebelle, mais je pense que c'est une personne qui bouscule les lignes. Et on a besoin de ça dans le journalisme. Non seulement du côté du genre, mais du côté même dans les rédactions, de dire qu'il y a une dame qui est là, qui peut taper sur la table comme il faut. Et je pense que c'est un peu le caractère. Elle, c'est Mme Diatou Cissé, que je vous prie d'ovationner ce matin. De ce matin. Et pour ceux qui ne la connaissent pas, elle a été l'ancienne secrétaire générale du syndicat des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal, et ancienne membre du tribunal des pairs corrects. Et tenez-vous bien, elle a été d'ailleurs la première femme africaine à être vice-présidente de la Fédération internationale de journalistes. Et ça s'applaudit. Le premier panel d'ouverture de notre séminaire. Donc c'est elle qui va introduire ses pairs par rapport au panel. Donc je vais lui demander de venir s'installer et elle va inviter à son tour les personnes qui vont gérer ce panel avec elle, qui vont co-animer ce panel. Je pense que je vais inviter les panélistes à venir rejoindre, j'aime pas le présidium, mais occuper la place qui leur est dédiée afin qu'on puisse rentrer un peu dans le vif du sujet qui nous réunit, nous, en tant que panel. Il y avait une gaga. Je peux me mettre là. Yaga, tu peux te mettre là. Voilà donc les membres éminents de ce panel que j'ai la lourde responsabilité d'essayer de modérer le panel. C'est pas un conflit avec mon collier, j'espère. Donc, notre panel porte sur les garanties démocratiques dans l'espace informationnel, perspectives sénégalaises et internationales. Nous avons donc 3 personnes qui vont appréhender un peu cette problématique à partir d'angles de traitement que je vais partager avec vous. Ndiaga, je vais d'abord vous le présenter. C'est un ingénieur en réseau informatique et également un développeur d'applications web et mobile. Il est également
titulaire d'un master en sciences de l'information et de la communication et est actuellement doctorant à l'UQAD sur la communication politique à l'ère du numérique. Entre autres, Ndiaga est défenseur des droits humains à l'ère numérique, autrement dit des droits numériques. Je vous fais un résumé ramassé du riche parcours de Ndiaga. Et je pense que je vais passer à Caterina. Vous savez, moi je suis sécurisée par mes feuilles, mais quand je dis les feuilles, mes enfants me disent, maman, vraiment, on ne se présente plus avec des feuilles, utilise ton téléphone. Donc je vais m'y essayer en étant moins confiante quand j'ai mes feuilles. Je vais donc, en attendant de vous trouver la fiche de Caterina, vous présenter Ismaïla. Ismaïla est également un jeune confrère qui s'est peut-être un peu... Je vais trouver la fiche de Caterina. Je vais présenter Caterina. Donc, Caterina a rejoint le Forum sur l'information et la démocratie en juin 2023 en tant que policy manager. Elle est responsable de l'élaboration et de la promotion des recommandations politiques publiques pour mettre en place des principes démocratiques dans l'espace de l'information. Avant, elle a travaillé aussi sur la problématique de la démocratie participative et numérique et sur les questions de gouvernement ouvert, transparence, liberté, etc., dans une association française et à l'OCDE. Autant dire qu'elle est également à sa place. Ismaël est journaliste, je vous le disais tantôt. Il est spécialisé en politique, en bonne gouvernance et justice. Sujets sur lesquels également, comme il dit, il bloguait, un nouveau néologisme. Aujourd'hui, il est le chargé de communication et de plaidoyer à Afrique TV, parallèlement à ses fonctions de formateur en communication et plaidoyer digital, cybersécurité en web journalisme et en fact-checking dans les différents programmes de Afrique TV. Voilà donc les personnes au riche parcours qui ont également l'honneur et le devoir de parcourir avec vous ce thème du panel, les garanties démocratiques dans l'espace informationnel, perspectives sénégalaises et internationales. Je pense que c'est tout un programme, la notion d'espace informationnel est tout un programme, parce qu'effectivement, nous sommes à l'ère du numérique, à l'ère du monde globalisé. Il y a effectivement un espace public mondial international, une espèce d'agora internationale où on échange des idées, où on échange des informations. Et je pense que c'est sorti en filigrane dans la communication de Tidiane. Cet espace n'est plus un agora, parce que l'agora quand même est un espace citoyen où, avec les civilités citoyennes, on discute des idées qui traversent la société. Actuellement, je pense que nous sommes dans ce que certains appellent une espèce de jeu où il y a l'information, la désinformation, où il y a des civilités, où il y a des injures, où il y a les propagandistes, où il y a les complotistes, où il y a les conservateurs. Bref, on est face dans un espace absolument ouvert qui a les qualités de ses défauts, qui est un espace non régulé. Je n'irai pas plus loin, mais je pense que nos différents intervenants nous diront finalement quel est l'impact un peu de ce chaos informationnel aussi sur la démocratie considérée comme le modèle politique le moins mauvais pour le moment. Donc, pour appréhender ce thème, nous allons commencer par Ndiaga. Nous avons convenu que chacun aura 10 minutes de temps d'intervention et puis les questions seront prises en charge par les panélistes si c'est des questions transversales. Ndiaga donc sera le premier intervenant.
sur l'analyse du modèle démocratique sénégalais, qui serait le modèle de démocratie, de représentation en fait. Ndiaga veut nous dire qu'il y a quelque part une disconnexion entre la compréhension que les Sénégalais ont de la démocratie en général et du modèle démocratique en cours même dans ce pays. Il y aurait un hiatus que Ndiaga va nous permettre de cerner et sûrement il va nous proposer comment arriver à une adoption d'un modèle démocratique bien comprise, parce que du modèle bien compris, le modèle bien compris induit également une participation citoyenne plus active, une pression citoyenne plus active pour que les règles de la démocratie qu'on s'est choisies puissent être scrupuleusement appliquées. J'en dirai pas plus, je vais donner la parole à Ndiaga qui va nous donner sa perspective et puis on écoute tous les choix, après on va continuer les discussions. Ndiaga, vous avez la parole. Merci, Madame Cissé, de m'avoir donné la parole. Et je remercie Afrique d'avoir organisé cette instance d'espace de réflexion qui vient à point nommé parce qu'il y a quelques mois une échéance cruciale pour le Sénégal. Je dois rappeler que les élections constituent le seul moment de redevabilité dans une démocratie démocratique. C'est le moment que les citoyens ont pour sanctionner positivement ou négativement ce Parlement. Le constat est que les Sénégalais n'arrêtent pas de se plaindre de leur politique. Les Sénégalais n'arrêtent pas de se plaindre du fonctionnement démocratique du Sénégal qui est à l'antipode de leurs espérances. Mais je dois dire que les Sénégalais arrêteraient de se plaindre de ton politique, ne respectent jamais leurs paroles, leurs engagements, s'ils savaient que par la Constitution du Sénégal, par la loi fondamentale, les hommes politiques ont la possibilité, ont le droit de ne pas respecter leurs engagements et leurs paroles. Les Sénégalais arrêteraient de se plaindre s'ils savaient que par la Constitution du Sénégal, les députés de l'Assemblée nationale ne votent pas les lois au nom du peuple sénégalais à leur enfant. Donc ce modèle démocratique que nous avons est différent de la perception que les Sénégalais aspirent. De par la Constitution du Sénégal, la démocratie, c'est le gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple. Mais en les termes simplifiés, la démocratie, c'est l'égale participation des citoyens au débat politique et à la décision politique. L'égale participation. Cependant, un tel scénario est impossible de rassembler tous les citoyens d'un pays pour qu'ils parlent ensemble et décident ensemble. Si bien qu'au lendemain de la Révolution française de 1789, s'est posé le débat de faire un choix entre deux voies possibles. La démocratie à mandat impératif ou la démocratie à mandat représentatif. C'est quoi la démocratie à mandat impératif? C'est un modèle démocratique dans lequel tout élu est obligé de respecter ses promesses. Tout élu est obligé de respecter ses engagements. Ça existe encore dans certains pays qui ne sont pas selon l'accident des modèles démocratiques, comme la Chine, comme la Corée du Nord, comme le Cuba, si je me rappelle bien aussi en Namibie. Et aujourd'hui, en Suisse, il y a un modèle de mandat impératif qui existe en Suisse, où les citoyens peuvent à tout instant révoquer un élu qui ne respecte pas ses engagements. Donc, dans la démocratie à mandat impératif, tout élu doit respecter ses engagements pour risquer d'être révoqué par le peuple. Et lors de la révolution de 1789, comme on avait peur du peuple, on ne faisait pas confiance au peuple, la France a adopté le mandat représentatif. C'est quoi le mandat représentatif? La seule loyauté de l'élu dans un mandat représentatif, c'est son indépendance vis-à-vis de ses électeurs. Concrètement, ça veut dire que tout élu échappe à tout contrôle.
il n'y a aucun contrôle citoyen sur les îles. Et ceci a été gravé dans le marbre dans la Constitution française de 1958, dont tous les pays francophones ont hérité. Et de fait, à l'article 64 de la Constitution du Sénégal, il est écrit tout mandat impératif est nul. Ça veut dire quoi? Tout est nul. Député, président, maire, vous n'êtes pas obligé de respecter le mandat. Vous n'avez aucune obligation. Non seulement vous n'êtes pas obligé, mais vous avez la liberté de faire tout à fait le contraire de ce que vous avez prévu. Et rien ne vous arrivera. Donc il y a absence totale de contrôle citoyen. Et de fait, il y aurait des exemples concrets. Au Sénégal, un maire qui ne respecte pas ses engagements. Qu'est-ce que les citoyens peuvent contre ce maire? Rien du tout. La seule chose qu'il peut faire, c'est écrire au maire pour se plaindre. Le maire n'est même pas obligé de le répondre. Le maire ne répond pas. Vous faites quoi? Vous saisissez l'autorité administrative, le sous-préfet, le préfet, qui n'est pas aussi obligé de vous répondre. Vous faites quoi? Le juge administratif. Ça va prendre combien d'années? Donc le maire échappe à tout contrôle citoyen. Alors qu'il a été élu par les citoyens. Le député, dans la Constitution du Sénégal, il est écrit le vote du député est personnel. À l'article 64. Ça veut dire quoi? Une fois élu, le député n'a plus d'engagement envers ses électeurs. Il vote la loi suivant sa conscience personnelle. Il n'est pas tenu de respecter ses engagements. Il n'est pas tenu de prendre en considération les aspirations des citoyens. Le député échappe à tout contrôle. Et à l'article 64 de la Constitution du Sénégal est consacré l'inviolabilité du mandat du député. Vous ne pouvez rien contre le député. Rien du tout. Une fois élu pendant 5 ans, les citoyens ne peuvent exercer aucun contrôle sur le député. Rien du tout. Si aujourd'hui les députés du Sénégal votaient une loi disant dorénavant les Sénégalais seront battus contre l'esclavage, nous ne pouvons rien contre eux. Rien du tout. Ils ne savent pas tout. Or, d'où vient l'inviolabilité du mandat du député? Au début de la démocratie, le pouvoir exécutif est détenu par le roi, par l'aristocratie. Les députés venaient du peuple. Ces députés avaient peur de l'aristocratie du pouvoir. Et le roi disposait de pouvoir exécutif qui lui permettait de faire de la rétorsion contre des députés qui votaient des lois qui ne lui plaisaient pas. C'est dans ce moment-là qu'on a créé l'inviolabilité du mandat du député, rien contre le député qui vote. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il explique? Pourquoi nous élisons les députés? Et une fois qu'ils sont élus, on ne peut rien contre eux. Rien du tout. Le président de la République, c'est pire encore. Donc nous avons un modèle démocratique dans lequel tout élu échappe à tout contrôle citoyen. C'est ça le mandat du président de la République. Et ça, on ne l'a pas expliqué au Sénégal. On parle tout le temps de démocratie. Comme vous dites, il y a un seul modèle démocratique. Alors il y a des alternatives comme le mandat démocratique. A-t-on expliqué aux Sénégalais lors du référendum que l'article 61 voulait dire que vous nous élisez, mais après nous sommes libres de faire ce que nous voulons et que vous ne pouvez rien contre nous? C'est exactement ça. Tout mandat impératif est nul. Le vote du député est personnel. Je ne vote pas suivant les aspirations de mes citoyens. Je vote suivant mes propres intérêts, suivant ce que je veux. Ça, on n'a pas expliqué au Sénégal. Ni l'opposition, ni le pouvoir en train de l'expliquer au Sénégal. Donc, fondamentalement, pour renforcer les garanties démocratiques, je pense qu'il faut refonder ces démocraties. Il faut explorer un autre modèle démocratique. D'autant plus que les seuls contre-pouvoirs que nous avons dans une démocratie à mandat sont très faibles aussi. Qu'est-ce que nous avons dans une démocratie représentative comme pouvoir fort? La presse, la justice civile, les universités. Or, la justice civile est faible dans ce pays. Elle est très faible. Parce que la société civile ne bénéficie pas du soutien citoyen dont elle devrait avoir pour pouvoir faire son rôle de contre-pouvoir. Elle manque de moyens financiers, elle manque de ressources humaines. Donc, la société civile ne joue pas son rôle de contre-pouvoir. La presse, qui a un contre-pouvoir très fort dans une démocratie représentative, est aussi très faible dans ce pays. Pourquoi? Parce que pour qu'elle joue son rôle de contre-pouvoir, nous devons avoir, je ne dirais pas une presse indépendante,
mais des journalistes avec un esprit critique qui s'interrogent sur tout ce qu'ils font, qui s'interrogent, qui posent des questions, qui approfondissent les questions. Peut-on avoir une telle presse dans un pays où les citoyens n'achètent pas l'information? La presse vit de quoi? Comment dans l'information? Si les citoyens n'achètent pas l'information, comment la presse va-t-elle faire pour vivre? Une presse qui dépend de la publicité et de l'aide de l'État, mais il est facile de la capturer. Une telle presse ne peut pas être au service des citoyens. Donc il faut qu'on aille dans ce sens-là avec les Sénégalais. Vous voulez une presse, comme dirait mon ami Tidiane, indépendante, il faut acheter l'information. Parce que la presse ne vit que de ça. Donc ce contre-pouvoir essentiel dans une démocratie représentative, elle est faible au Sénégal. Non pas à cause de la presse, mais à cause des citoyens qui n'achètent pas l'information. La société civile est faible parce que tout simplement elle n'a pas le soutien des citoyens. Vous allez en Europe, aux États-Unis, mais la société civile est soutenue par les citoyens. Il faut du fundraising et les citoyens participent. Vous voyez l'écartement, les citoyens achètent ça. Mais au Sénégal, une organisation de la société civile vend une carte de membre à 1000 francs par an, vous voyez personne qui l'achète. En Europe, la société civile est puissante parce que vous voyez des milliardaires qui soutiennent la société civile pour le travail qu'elle fait pour la communauté. Au Sénégal, vous avez vu quels milliardaires soutiennent la société civile? Il n'y a pas, ça n'existe pas. Donc nous avons des contre-pouvoirs qui sont très faibles. La presse et la société civile. Il n'y a que les universitaires, par leur plume, leur capacité de réflexion, qui prennent position sur des questions cruciales qui nous interpellent en ce moment. C'est la seule qui arrive à avoir la tête propre. Pire encore, le seul moment de redevabilité dans une démocratie représentative est l'élection. Malheureusement, élu, échappant à tout contrôle, durant son magistère, on a assez de temps pour avoir un contrôle total sur le système en cours pour se faire réélire et rester au pouvoir éternellement. Ça veut dire quoi? Le seul combat qu'il faut mener, et c'est le combat le plus important, c'est de se mobiliser pour une élection transparente. Si nous voulons renforcer les garanties démocratiques, il faut une élection transparente pour qu'on donne aux citoyens la possibilité de sanctionner positivement ou négativement les élus. Malheureusement, si nous constatons le processus électoral en cours, tout tourne autour d'une seule question, la candidature. On ne parle que de ça. C'est comme si l'élection se résumait à la candidature. Or, il y a des questions essentielles qui sont là, qui ne font pas l'objet de débat. L'inscription sur les listes électorales. Près de 2 millions de Sénégalais éligibles à être électeurs n'ont pas pu s'inscrire sur les listes électorales. On va organiser une révision électorale de très courte durée, 1 mois. Mais en réalité, si vous regardez l'arrêté du ministère de l'Intérieur, les commissions ont travaillé 232, ça veut dire 9 jours et 14 heures. Pour 2 millions de Sénégalais pour s'inscrire sur les listes électorales. Conséquence, moins de 300 000 inscrits. Aujourd'hui, on va vers des élections, on est à 4 mois, on ne sait pas le nombre d'inscrits sur les listes électorales. Combien de Sénégalais vont voter? On ne sait pas. On est à 4 mois, ça ne fait pas débat. Parce que l'État n'a pas présenté un bilan de la division exceptionnelle des listes électorales depuis le mois de juin. Aucune information. Pire encore, aucun Sénégalais n'a la garantie de pouvoir voter le 25 février 2024. Pourquoi? Parce que le portail en ligne qui permet de vérifier la concordance entre le fichier électoral et votre carte d'électeur est en ligne depuis janvier. Et par le passé, l'expérience a montré que les listes électorales ont été modifiées à l'insu des électeurs en 2019. Aux élections locales passées, les listes électorales ont été modifiées à l'insu des électeurs. Si un électeur qui devait voter à Dakar a été envoyé à Casamance. Donc on exclut du vote des millions de Sénégalais. On n'en parle pas. La carte électorale. Beaucoup de candidats ne savent même pas où se trouvent les bureaux de vote. Et comment des candidats peuvent s'engager sans se mobiliser pour un processus électoral transparent, qui est le seul moment de redevabilité dans une démocratie représentative. Pour résumer, nous avons une démocratie qui favorise le mal que nous dénonçons tous les jours. Non-respect des engagements, manque d'éthique, et de par la Constitution, nos hommes politiques ont le droit de le faire.
Deuxième constat, les Sénégalais ne savent pas qu'ils ont voté une constitution par référendum qui donne ce pouvoir aux hommes politiques de faire ce qu'ils veulent, mais ça fait à tout. Et qu'aujourd'hui, nécessairement, il faut qu'on explore d'autres modèles démocratiques. Mais pour pouvoir y arriver, il nous faut un processus électoral transparent qui permet aux citoyens de choisir librement leurs élus. Merci beaucoup. Je vais vous faire appeler l'économie de la communication des médias, un peu pour rafraîchir la mémoire avant qu'on pose les questions. Je pense que dans un souci de continuité, je vais donner la parole à Ismaïla. Ismaïla qui lui interroge un peu le rôle crucial de l'information et de la presse dans le renforcement de tout modèle démocratique, comme ça par ailleurs le modèle qu'on aurait adopté. On y reviendra. Et je pense qu'avec la communication d'Ismaïla, on va se rendre compte quand même qu'en dépit du modèle démocratique représentatif choisi par le Sénégal, une presse qui joue son rôle de contre-pouvoir peut bien aider effectivement à animer ce modèle démocratique, comme ça par ailleurs ces insuffisances qui lui sont propres. Ismaël, lui, préfère un peu faire un saut un peu dans l'histoire pour voir comment la presse sénégalaise a toujours été liée un peu à la vie politique sénégalaise. On a commencé d'abord par comment la presse de parti, ou entre guillemets la presse partisane, a un peu influé un peu sur le système médiatique pluraliste du Sénégal. Et comment ça a été une orientation stratégique de tous les pouvoirs, de tous les partis politiques, d'avoir un espace d'information à travers leurs propres organes. Et comment ça se perpétue un peu avec cette confusion qui est installée entre médias de service public et médias de service public et médias d'État, qui nous amène à constater que de tous les pouvoirs, depuis ces mois jusqu'à présent, de façon systématique, en dépit de leur discours sur l'ouverture démocratique, etc., comment tous les pouvoirs se sont organisés pour capturer un peu à leur profit ce que moi j'appelle médias de service public par conviction, mais qu'on appelle finalement médias d'État, qui doivent être au service de la communication gouvernementale, mais même au service de la propagande de l'État. Donc, Ismaïla va nous faire un peu, va rentrer un peu sur ce thème à travers les axes que je vous ai définis, et sûrement il va également nous faire des propositions pour améliorer un peu cette situation. Merci. Merci beaucoup, Alors, moi je ne suis pas Ismaïla, comme vous m'avez présenté. Je dis toujours que avant je disais je suis journaliste. Depuis maintenant un peu plus d'1 an, je dis je suis journaliste de formation. Ne détenant pas encore la carte de presse, je n'ai pas envie de me retrouver à la maison. Ça également, c'est des questions peut-être qu'on se posera durant ce séminaire. Est-ce qu'on peut aujourd'hui dire exercice illégal de la métier de journaliste, comme on dirait exercice illégal de la médecine? Alors, moi, ce que je voudrais montrer, c'est, on se rappellera tous qu'au Sénégal, les premiers médias privés ont été surtout des médias de parti. On se rappelle de Fernet, de Tahaou, Sigui, de RND, de sortie, le journal de parti le plus célèbre, peut-être sorti du PDS. On avait aussi tous les journaux des partis clandestins à l'époque où ils étaient interdits. Tous les partis de la gauche avaient leur propre pamphlet qu'ils distribuaient, disons, sous le manteau comme on dit. De l'autre côté, l'autorité politique, l'autorité publique a toujours eu besoin d'avoir ses propres, qu'on appelle les services publics de l'information, les médias de service public, les médias d'État, utilisons le nom qu'on veut, mais on les a toujours vus
se comportaient comme des agences de communication gouvernementales et partisanes. Si c'était seulement le gouvernement, ça allait, mais ils étaient également assujettis aux partis politiques qui portaient le gouvernement. Et d'une certaine manière, cela a amené justement à ce que les partis politiques d'opposition, n'ayant pas assez d'espace de visibilité, aient été obligés de communiquer. La façon la plus accessible à l'époque, c'était la presse écrite. En 1994, il y a l'ouverture à la radio, et beaucoup ont attendu à l'époque d'avoir, disons, une voix dissonante ou disruptive par rapport aux médias d'État, d'avoir un autre type d'information qui serait plus ouverte, en tout cas qui reflèterait beaucoup plus le paysage sénégalais. Les médias d'État n'étant pas accessibles à tout ce qui pouvait être une voie contraire à l'autorité en place, au système en place. Pour moi, en tout cas, personnellement, en 2000, ça a été un grand tournant. C'est-à-dire que ceux qui sont arrivés au pouvoir en 2000 avaient déjà subi le fait d'être ostracisés dans les médias publics, au point de créer leur propre média, leur propre organe. Et donc aujourd'hui, en plus de leur propre organe qu'ils pouvaient avoir, qui a disparu entre temps, ils avaient le contrôle des médias publics. Mais ensuite, ils se sont mis à créer d'autres médias privés à leur service pour occuper encore plus l'espace, d'une certaine manière, mais également pour leur déguerre interne. On a vu à un moment donné où la RTP communiquait en disant que la bande FM dakaroise était saturée, qu'elle ne délivrerait plus de nouvelles fréquences et qu'elle menaçait même maintenant de commencer à vérifier quelles sont les fréquences qui n'émettent plus pour les récupérer. C'est-à-dire, à ce moment, je pense que la plupart des fréquences étaient détenues par des personnalités politiques. À côté, beaucoup se sont servis dans les fréquences des radios communautaires. Et on se rappelle également de la fameuse phrase du président Ouad: je ne donnerai pas la télé à des gens qui nous critiquent. C'est-à-dire que la télé, pour ceux qui peut-être ne savent pas, pour ouvrir une télé au Sénégal, il faut un décret présidentiel. Pour une radio ou un journal papier, on n'a pas besoin de remonter aussi loin. Mais pour une télé, je pense que c'est toujours le cas, il faut un décret présidentiel pour une télé. Ou peut-être que les textes ont été changés en temps. Mais à l'époque, il le fallait. Et il disait: je ne donne pas la télé à des gens qui me critiquent. Pour dire jusqu'à quel point l'autorité politique a toujours cherché à maîtriser les médias. Donc, maîtriser les médias signifie également maîtriser l'information, en quelque sorte. Quelle est l'information qui est diffusée? Ndiaga l'a abordé tout à l'heure. L'autre manière de maîtriser également, c'est par les moyens. Le modèle économique de la plupart des médias sénégalais, c'est la publicité et les subventions publiques. Une bonne partie de la publicité vient du secteur public. Des ministères, des services de l'État, qui passent toutes les annonces légales, qui passent tous les jours. On a vu beaucoup de médias se prendre à des moments de dire: oui, les ministères ne nous envoient plus de publicité parce qu'ils sont fâchés de la manière dont on a traité. Donc c'est également un moyen de pression qui a été utilisé. Tout ceci pour dire quoi? Pour dire qu'en fait, le combat pour avoir la liberté d'informer d'un côté, donc pour nous les journalistes, les gens des médias, et le droit d'accès à l'information pour l'ensemble des citoyens, a toujours été un combat quotidien dans le Sénégal, post-indépendance en tout cas. Et aujourd'hui, il devient de plus en plus accru parce que de plus en plus, nos États n'ont plus peur d'aller plus loin dans les restrictions. Sous le couvert de sécurité nationale, c'est un terme qui est entré en tout cas dans les mœurs de tout le monde après le 11 septembre, où maintenant, tout ce qui peut être passé sous la couverture de sécurité nationale va l'être. Aux États-Unis, ils ont eu le Patriot Act. Aujourd'hui, ils sont en train de dire que c'est la loi là qu'il ne fallait jamais voter. Parce qu'ils se rendent compte que des Américains même se retrouvent sous le coup. Au moment où on votait, on leur disait: non, c'est pas pour vous les Américains, c'est pour les ennemis de l'Amérique. Aujourd'hui, les Américains qui se pointent partout avec le drapeau américain se retrouvent à être pourchassés par le Patriot Act, posant un problème. Nous, dans nos États, pour plein de raisons, c'est-à-dire tout ce qui pourra être passé par le prisme de sécurité nationale pour pouvoir restreindre, pour pouvoir contrôler, ils vont s'en servir.
nos autorités s'en servent. Et du fait que ces restrictions vont aller plus loin, le combat va devenir encore plus difficile. J'ai donné l'exemple de la carte de presse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelque chose qu'on avait dit aux journalistes, on va le faire pour vous protéger, est en train d'envoyer d'autres journalistes en prison. Et cela nous amène aujourd'hui à nous poser la question de savoir quel est le modèle de média qu'il faut dans un système démocratique, quel que soit le type de système, que ce soit une démocratie participative, représentative, quel que soit. Qu'est-ce qui peut aujourd'hui garantir à un média la liberté d'exister et d'informer sans pour autant être, en tout cas, ne pas tomber sous ces restrictions-là? Jaga a donné tout à l'heure l'exemple de la Chine. J'ai eu la chance d'y aller une fois pour une visite dans divers médias. En fait, tous les médias qu'on a visités nous ont dit la même chose. Nous sommes un démembrement du Parti communiste chinois. C'est-à-dire que ce soit un média régional, que ce soit le média d'une ville, que ce soit la CCTV, la grande chaîne. Quand vous le dites, vous leur parlez d'indépendance, c'est la première phrase que vous dites. Nous sommes un démembrement du Parti communiste chinois. Est-ce qu'on veut aller vers ce choix-là? Que tous les médias soient... En fait, il n'existe pas de médias indépendants ni privés, encore que la question de l'indépendance se posera toujours tant qu'on ira chercher des subventions du public, on ne sera pas indépendant d'eux. Et derrière, aujourd'hui, on a parlé de lien avec le politique. Entre-temps, les hommes d'affaires sont venus dans le jeu, parce qu'ils se sont tous rendus compte qu'il fallait avoir un moyen de maîtriser l'information, et que l'information, l'outil information devient un moyen de pression. Et d'influence également. J'ai l'habitude de dire qu'il y a certaines personnes aujourd'hui qui ont un groupe de presse. Quand vous avez un problème personnel avec eux, pendant une semaine, le groupe de presse ne parlera que de vous. Parce que vous avez un problème personnel avec eux. Ça montre juste, dernièrement on m'a posé dans un panel la question de la ligne éditoriale. Et je disais que très souvent au Sénégal, la ligne éditoriale épouse les humeurs du patron. C'est-à-dire qu'il se réveille aujourd'hui, c'est ça, ses humeurs d'aujourd'hui, la ligne éditoriale ira dans ce sens. Demain, il peut changer d'humeur, il peut changer d'avis demain. La ligne éditoriale évoluera dans ce sens. Donc la question de savoir aujourd'hui, pour moi c'est pour ça qu'on est là, non pas quel est le modèle démocratique que nous voulons, mais dans le modèle démocratique que nous vivons, quels sont les moyens aujourd'hui qu'on a pour défendre une presse libre, qui informe et surtout qui défend la démocratie. Je pense que c'est la question à laquelle nous devons essayer de répondre pendant cette année. Merci beaucoup, Ismaël. On va continuer sur notre lancée. Et je pense que Katrina intervient au bon moment. Nous avons procédé à travers ces deux communications de notre propre analyse interne et qu'est-ce qui peut être fait au niveau interne. Katrina apporte une dimension un peu supérieure en regardant un peu au niveau des perspectives internationales, à rappeler ou à passer en revue les principes démocratiques qui doivent réguler tout ça. Elle va également bien sûr interroger un peu la toute-puissance finalement des GAFAM qui édictent les règles du jeu, qui déterminent des espaces d'information et d'échange et qui édictent leurs propres règles quant à leur régulation, par-dessus même la tête des États, particulièrement les États des pays dits sous-développés, dont les avis ne comptent même pas. Et devant cette situation, effectivement, quelles sont les obligations des États pour un espace quand même d'information, pas sous contrôle, mais quand même régulé avec des principes qui sont de nature quand même à renforcer, voire à sauvegarder la démocratie dans ses grandes lignes en général. Nous allons donner la parole à Katrina. Merci beaucoup. D'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Le Forum sur l'information et la démocratie, très content de co-organiser cet événement avec vous et des partenaires et discuter ensemble des garanties démocratiques dans l'espace informationnel au Sénégal et à l'international.
Moi, dans mon discours, je vais continuer un peu dans la même perspective de mes prédécesseurs sur le problème des déficits démocratiques dans l'espace informationnel. On a entendu des déficits démocratiques au Sénégal, des déficits des garanties démocratiques pour les médias libres. Et on peut constater cette problème de déficit démocratique dans l'espace informationnel international. Aujourd'hui, il y a des nouvelles technologies qui ont largement transformé l'espace de l'information. D'un côté, c'est des espaces de mobilisation, d'échange qui permettent aux citoyens de s'exprimer plus directement, d'avoir une conversation plus directement, mais ce sont aussi devenus des espaces de manipulation, de censure, de la désinformation. Et aujourd'hui, les règles de cet espace ne sont pas des règles démocratiques, mais ce sont des règles qui sont conçues par des grandes entreprises, souvent américaines, dont les objectifs principaux ne sont pas renforcer la démocratie, la participation, l'espace informationnel, mais ce sont des objectifs économiques, des objectifs des entreprises. Donc aujourd'hui, on constate qu'il y a pratiquement aucune rédévabilité des entreprises type Meta, Google, TikTok ou X sur leur politique publique, sur leur manière de gérer les plateformes. Simplement, ces plateformes sont devenues des espaces d'expression publique, ce sont devenus des lieux de débat public qui aujourd'hui, l'espace informationnel est beaucoup au-delà des médias. Et au forum et parmi beaucoup des pays démocratiques, on considère cet espace informationnel comme un bien public qui devrait être géré par des règles démocratiques, conçues par les citoyens à travers des processus démocratiques. Et donc il y a certains principes qui devront rédiger cet espace informationnel. Ça vient effectivement de la Déclaration des droits de l'homme, donc la liberté d'expression, mais surtout aussi l'idée d'avoir accès à une information fiable. Donc l'idée d'une information fiable, c'est vraiment une information qui était creusée, qui était recherchée de manière indépendante, où on a l'accès à diverses idées et un pluralisme d'informations pour permettre à chaque citoyen de se façonner sa perception des choses. C'est maintenant, comme je le disais, aujourd'hui, c'est pas les pays démocratiques qui décident de ces règles, mais ce sont les grandes plateformes technologiques. Et c'est pour ça que le Forum sur l'information a été créé de base. Ça vient d'une déclaration qui est faite par une commission de 100 personnes, des experts internationaux, qui ont élaboré une déclaration sur les informations et la démocratie dans l'espace informationnel, et qui était finalement adaptée par des pays pour former un partenariat dans lequel il y a aussi le Sénégal, c'est le premier pays à participer à ce partenariat, et qui pousse pour deux choses. D'un côté, la rédévabilité et la mise en place au respect de certains principes par les plateformes, mais aussi pour que les États mettent en place la législation et les processus qu'il faut pour demander cette rédévabilité aux plateformes. Ça part vraiment de l'idée que aujourd'hui, ça doit être des démocraties qui décident des règles auxquelles doivent adhérer les plateformes. Et la première, c'est la rédévabilité de leur politique publique, donc vraiment l'idée de qui sont rédévables pour les décisions qu'ils prennent sur leurs algorithmes, sur leurs décisions de modération des contenus, mais aussi qui doivent être neutres en termes de politique idéologique et pas promouvoir par exemple une idée politique ou idéologique plus qu'une autre, doivent donner accès à un pluralisme d'informations, à une information fiable, mais aussi beaucoup cette idée de la transparence, donc permettre accès à leurs mécanismes, à leurs procédures, à leurs algorithmes, aux chercheurs, aux institutions de régulation, pour vérifier comment fonctionnent ces algorithmes, comment fonctionnent les politiques qu'ils mettent en place, et donc intégrer aussi ces principes démocratiques dès la conception de leurs outils. Et c'est pour ça qu'on appelle aux États à mettre en place
associations qui qui s'assurent que les plateformes sont redevables et respectent ces principes. On voit les premières essais ou législations dans ce sens-là en Europe avec le Digital Service Act, l'acte numérique des services numériques, qui énumère toute une règle à respecter par les grandes plateformes. Ça vient de se mettre en place et les grandes plateformes sont redevables depuis il y a un mois. Donc c'est vraiment une première dans le monde entier pour mettre ces plateformes sous le contrôle démocratique. C'est avec le temps qu'on va voir à quel point ils vont respecter, à quel point aussi la Commission européenne, les régulateurs dans les pays différents vont être capables de renforcer et s'assurer du respect de cette réglementation. Mais ça appelle aussi à la société civile, aux chercheurs, d'aller inspecter les pratiques. Maintenant, avec cette nouvelle loi, les plateformes sont obligées de donner accès à un certain nombre de données et les mécanismes de leur fonctionnement pour permettre à la société civile, aux chercheurs d'inspecter leur politique. Et ça, c'est vraiment qu'une première étape. On voit qu'il y a d'autres technologies qui se développent, notamment l'intelligence artificielle, qui va changer notre espace informationnel. C'est encore trop tôt pour dire à quel point ça va accentuer ou renforcer certaines tendances qu'on voit aujourd'hui. Mais ce qu'on voit dans la même perspective comme avec les médias sociaux, ce sont des grandes entreprises sous contrôle économique, des businessmen qui décident pour le pas des démocraties qui met en place ces règles. Donc, je pense pour résumer, et ça revient aussi un peu à mon collègue qui s'est très fort pour pousser les États à mettre en place une réglementation pour reprendre le contrôle démocratique de l'espace informationnel. Merci beaucoup. Je pense que finalement, ça a été bien que Katharina intervienne en dernière position. Sa communication ouvrant des perspectives sur comment réguler tout ça. Je vais rapidement revenir sur la communication de Ndiaga, vraiment en quelques mots, parce que je pense que le plus important, c'est l'échange qu'on aura avec la salle. Alors, Ndiaga est quand même assez déroutant. Là, pour ce qui est de la question du Sénégal, le verre est dans le flux. C'est le modèle démocratique même que nous avons adopté, je mets adopté entre guillemets, qui pose problème. Si effectivement nous avons un système qui, une fois la personne ou le parti élu, échappe également à tout contrôle entre guillemets du citoyen, il y a un problème. C'est vrai, Ndiaga, je pense qu'ils ne sont pas tenus de respecter leurs engagements. Heureusement, je pense que nous, citoyens, avons toujours quand même l'opportunité de les attendre au tournant. Heureusement qu'il y a des élections régulières. On a vu notre dernier président, Abdoulaye Wade, qui a été battu dans son propre bureau de vote. On a vu des députés aussi que leurs bases ne veulent plus voir. Je pense que même si le type de démocratie représentative que nous avons adopté au Sénégal, finalement, après débris totalement nos élus, il y a quand même des élections régulières et les Sénégalais, heureusement, je pense, comprennent de plus en plus l'utilité de leur carte d'électeur. Moi, je vous assure que le maire de Anne-Marie, je ne vais plus jamais voter pour lui parce que je ne suis pas content de la façon dont les choses se déroulent dans ma cité. Et je pense que ça, c'est le premier point. Le deuxième point, Ndiaga a soulevé des questions cruciales. Je pense que qui pose, au-delà des partis politiques, qui pose des questions de citoyenneté profonde, de citoyenneté active et qui vont au-delà finalement de la citoyenneté un peu forte.
formel. Effectivement, moi j'ai été déroutée, et c'est bien que tu nous le rappelles. Tout le monde parle de parrainage, tout le monde parle de candidat à la candidature, mais des questions cruciales comme les inscriptions sur les fichiers électoraux, les inscriptions sur les listes électorales, les non-inscrits. Il y a beaucoup de jeunes qui se plaignaient de ne pas pouvoir retirer leur carte d'identité. Moi, personnellement, je fais partie de ceux qui pensent que le fichier électoral dans sa globalité est fiable. Mais il y a un problème quand, effectivement, moi, de ma maison, je ne peux pas mettre un code et aller, par exemple, regarder ce qui se passe dans ce fichier électoral. Je pense qu'effectivement, c'est des zones, finalement, de non-transparence qui peuvent, créer problème. Je pense qu'il y a aussi est revenu sur le fait qu'une démocratie digne de ce nom repose sur un socle composé de 3 éléments. La presse, on va y revenir, qui est malmenée, entre guillemets, même si je reste persuadée que nous avons toujours notre mot à dire, mais c'est vrai que nous sommes dans un contexte où la liberté de la presse elle-même, il faut voir le paysage médiatique sénégalais. Je pense que le Corée donne souvent ses avis. Il y a une grosse uniformisation des titres, des communiqués. Adam Sulman, que je vois avec plaisir ici, et que j'entends souvent émettre des critiques sur la production médiatique, reviendra là-dessus. Mais nous sommes d'accord que globalement, je ne veux pas dire que nous sommes faibles, mais nous sommes fortement fragilisés en tant que presse par plusieurs raisons que vous savez. La société civile, c'est vrai, la société civile, elle est faible de ses ressources, elle est faible de ses ressources humaines et financières, j'en parlais à Didier, mais elle est faible également de tout ce qu'elle reproche à l'État et qu'elle perpétue. On a énormément de mal à aller vers des renouvellements, le système de cooptation, le système de camaraderie, tout ça aussi vide la société civile. Et même la position équidistante vis-à-vis de tous les intérêts qui se manifestent dans l'espace public aussi pose problème. Comme la presse, la société civile est de plus en plus rattrapée entre la société civile partisane, la société civile non partisane, alors que ces qualificatifs ne devaient pas leur être attribués. Donc on a une société civile exactement qui est en train de s'affaisser, qui peut avoir aussi des financements, mais ce sont des financements qui sont calqués sur les axes stratégiques, donc les préoccupations souvent de leurs partenaires financiers, et ça également, ça peut altérer un peu l'indépendance de la société civile, ou en tout cas émousser un peu sa volonté de bien faire. Donc on se retrouve avec un socle absolument chancelant, composé d'une presse fragilisée, d'une société civile également qui a des tas qui impactent son intervention. Mais je ne fais pas trop la fleur aussi aux universitaires. Contrairement à Ndiaga, les universitaires sont là, mais tout le monde sait que la posture d'intellectuels organique qu'on attend un peu de certains universitaires, on l'a de moins en moins et qui sont rattrapés également par l'alignement, souvent dans l'opposition ou à côté du pouvoir. On a une société universitaire également assez traversée par tous ces courants-là. Donc ça c'est rapidement ce que, en termes de recommandations, Yaga de façon ramassée propose une refondation en fait de la démocratie sénégalaise à travers tous ces aspects qu'il a décrits. Maintenant, je pense qu'il y a Ismaël qui a bien montré finalement comment tous les partis politiques dans leur cheminement ont compris qu'avoir un espace d'information, un support d'information, c'est quand même stratégique et c'est même consubstantiel aussi à l'activité politique. Quand vous faites de la politique, vous avez besoin de vous faire entendre. Et si les médias publics sont caporalisés par l'État, les partis vont toujours essayer. Et effectivement, Ismaël, l'an 2000 a été un tournant où le pouvoir PDS, effectivement, a cru bon de mettre la main
pratiquement sur les fréquences, ce qui est aussi un débat national, parce que les fréquences sont un patrimoine national. Quels sont les moyens dont dispose un pouvoir pour fermer base pratiquement sur les fréquences? Et moi, je trouve que, peut-être certains avec moi, ça a été un tournant avec les radios communautaires contrôlées par les hommes politiques, ce qui est un détournement d'objectif, parce que les radios communautaires sont des radios de la communauté, animées par la communauté, pour d'abord les préoccupations de la communauté. On a eu des hommes politiques qui ont eu des radios communautaires, soi-disant, dans leur propre pays. Mais surtout, je pense, on a eu des groupes confessionnels, confrériques, religieuses, et moi, peut-être c'était de la frilosité quand on discutait de ces questions. Moi, je n'étais pas tellement partante compte tenu de l'impact que la tolérance. On se retrouvait effectivement avec des radios, des télés, confrériques, où le discours, très souvent, reste quand même qu'on le veuille ou non, très communautariste, confrérico-religieuse. Et je pense qu'en réaction, on l'a vu, on a eu une radio aussi, présence chrétienne, alors que dans les autres radios, il y avait pourtant des émissions religieuses. Ça aussi, c'était des hommes politiques qui sont venus vicier un peu l'espace médiatique sénégalais. Ismaël est revenu également sur les faiblesses de la presse, les faiblesses dont a parlé Ndiaga, mais également l'arrivée des hommes d'affaires, des affairistes, parce que maintenant, vous regardez bien à l'approche des élections, je ne sais pas, il y a peut-être 10 ou 15 titres qui sont venus, entre guillemets, enrichir le paysage médiatique sénégalais. Parce que voilà, souvent c'est un moyen de pression et un moyen également d'influence. Et je pense que rapidement, je pense que tous les aspects liés à... On a eu ce débat aussi au Sénégal juste après l'affaire de l'imam Daou et qu'une loi a été prise sur le terrorisme. On a bien vu comment les gens ont freiné des cas fer et je pense que ce qui se passe aux États-Unis et que Ismaël a évoqué est tout à fait édifiant sur ce sujet-là. Je passe rapidement, je ne peux pas répéter tout ce qu'ils ont dit. Je pense que Catherina a mis le doigt un peu, effectivement, sur l'hégémonie un peu d'éléments que finalement de l'innovabilité de Google, de Meta, de TikTok, etc. Et comment les États doivent s'organiser finalement pour pouvoir influer un peu sur ces grands groupes-là, pour que l'information diffusée soit non seulement pluraliste, mais pluraliste et fiable en même temps. C'est heureux qu'elle ait partagé l'expérience de l'Union européenne, mais là vous avez bien vu que ce sont des pays ensemble, une union qui se bat ensemble et qui impose des rôles. Je n'en sais pas grand-chose, je ne sais pas qu'est-ce que l'Union africaine est en train de faire dans ce domaine-là, comme le ferait par exemple l'Union européenne. Quoi qu'il en soit, la perception aussi peut changer. J'ai entendu le ministre de la Communication parler ici de TikTok. C'est TikTok, non? Tout le monde est monté sur ses grands chevaux pour dire que le ministre n'a pas raison. Je pense que tout ça viendra dans les débats. Mais l'un dans l'autre, vous avez trois regards croisés qui vous ont permis peut-être d'appréhender davantage effectivement les garanties, c'était quoi notre thème encore? Les garanties démocratiques dans l'espace informationnel, les perspectives sénégalaises et internationales. Voilà, maintenant, je pense que les panélistes sont à votre disposition. Que vous puissiez poser des questions. Tu vas intervenir. Je voulais juste faire quelques observations et réagir sur les informations. Sur la presse, moi je suis très intelligent envers la presse. Je ne fais pas partie de ceux qui crient abonnez-nous sur la presse sénégalaise. Vous ne pouvez pas demander à une entreprise de vous donner des produits de qualité quand vous n'achetez pas les produits de cette entreprise. La presse vend de l'information. Si les Sénégalais
pense que le discours, c'est de mettre les Sénégalais devant leurs responsabilités. Si un journal tire 50 000 exemplaires, et vend ces 50 000 exemplaires, ce journal sera redevable au Sénégal. Mais vous tirez 50 000 exemplaires, vous ne pouvez même pas vendre 100. Comment voulez-vous que ces journalistes, comment ils vont faire pour vivre? Donc, je pense que le discours, c'est de rappeler aux Sénégalais le devoir et surtout obligation. Vous voulez une presse libre, indépendante, des journalistes avec un esprit critique, achetez les journaux. Si vous l'achetez, vous n'aurez pas une presse libre et indépendante. Sur les élections, vous disiez tout à l'heure qu'il y a eu des élections dans notre démocratie. On pourra revenir aussi dans les questions. Je pense qu'il faut qu'on donne la parole en répondant peut-être que vous pouvez apporter des éléments supplémentaires. On va ouvrir une liste de personnes qui souhaitent intervenir pour des contributions, pour des questions, pour des commentaires. Vous me dites votre nom, s'il vous plaît. Oui? Pas. Travail. Et qui vous pouvez intervenir? Moussa. Il y a Moussa et qui? On va commencer avec les deux. Merci Madame la modératrice de m'avoir donné la parole. Je suis Paul Traoré, chargé de recherche Saïd Awati, qui est un citoyen. Félicitations à Activistes et au Forum Information et Démocratie pour l'organisation de ces événements. Alors moi je voudrais revenir sur l'indépendance des médias. On le parle très souvent. L'appréciation de l'indépendance des médias dépend aussi de la personne, c'est individuel. Parce que ce même reproche, la reproche, on peut aussi la faire à des médias internationaux, comme aujourd'hui ce qui se passe en parallèle au-delà du Sénégal. On a cette même perception de RFI et Génafrique et tous ces médias qui aussi ont des audiences, des gens qui achètent, des gens qui s'abonnent, des gens qui payent l'information. Mais au-delà, d'autres pensent que ces médias ne sont pas fiables, c'est des gens qui sont partisans. Donc, je pense que ça dépend de chacun de nous, du côté vers lequel nous nous trouvons, parce que d'une manière ou d'une autre, nous sommes tous devenus partisans, qu'on le veuille ou pas. C'est-à-dire, lorsque tu es partisan, tu l'es. Et lorsque tu n'es pas partisan, on te colle un camp. Parce que forcément, vous êtes obligé. La neutralité ne fait pas partie aujourd'hui de notre vocabulaire. Soit tu es dans un camp, ou tu es de l'autre côté. Maintenant, quand on parle peut-être du financement des médias, vous avez parlé de la démocratie. Au-delà d'être indulgent envers les médias, on doit aussi être indulgent envers notre démocratie, je pense. Parce qu'on a, contrairement à ces États à qui on nous compare, on a des démocraties très jeunes. Peut-être au Sénégal, c'est depuis bien avant 90, mais dans les autres pays, c'est après 90, donc c'est les démocraties naissantes. Donc forcément, on a des hauts et des bas, et au fur et à mesure, peut-être qu'on va s'amuser. Alors pour terminer avec le financement des médias, dans des pays comme les États-Unis par exemple, où on parle du financement, que ce soit des médias ou de la société civile, c'est pas forcément des... Quand on parle des milliardaires, ici on en a, mais pourquoi un milliardaire doit peut-être financer un média ou une société, une organisation de la société civile, alors que pour lui, ce qui marche, c'est le business. Peut-être lorsque, là on va parler de la volonté politique, lorsque peut-être l'État exonère ses hommes d'affaires, ses entreprises et tout, ça permet aussi à ces entreprises de financer ces organisations-là ou de mettre des fonds à la disposition
de ces organisations. C'est comme ça que ça se passe. Par exemple, au lieu de payer 10 milliards pour les impôts, vous financez des organisations de la société civile à hauteur de 5 milliards. Je pense qu'aucun homme d'affaires ne va refuser de faire cela parce que l'objectif, encore, c'est faire du business, gagner beaucoup plus et payer beaucoup moins. Je vous remercie. Merci, on va donner la parole à Moussa avant que les autres. Le temps nous est très compté. Me dit Aïcha, on devait publier dans 5 à 10 minutes. Moi, c'est le Sacha. Ça, c'est du suivi du projet d'application dans la première communauté. Moi, je veux juste appuyer ce que Madame la Fondation avait évoqué pour c'est la démocratisation de l'information. Absolument, si on regarde le paysage médiatique du Sénégal, en dehors des journalistes qui opèrent, il y a beaucoup de gens qui donnent l'information. Est-ce qu'ils ont droit à traiter l'information? Par exemple, si vous prenez l'exemple, il y a un journaliste tout à l'heure, tout le monde donne mettre l'information. Mais est-ce que l'information sera une information de qualité? Est-ce que l'information est décidée à qui le droit? Ça, c'est une différente question qu'on doit poser. Par rapport à ça aussi, quand vous avez évoqué TikTok, absolument tous ont été victimes de cela. La citation que le ministère a donnée, c'était pour plus contrôler le flux d'informations. Alors qu'aujourd'hui, des gens en ligne, à travers ces informations TikTok, ils peuvent véhiculer le produit. Maintenant, si l'autorité en charge de l'information juge nécessaire de bloquer TikTok, or il y a d'autres personnes qui sont bloquées, ça pose problème. Ça pose problème. Et considérez qu'un point comme ça, c'est les fréquences. Absolument. Actuellement, au Sénégal, les fréquences deviennent de plus en plus rares. À cause de quoi? C'est le détournement des chiffres. Quand on était installé sur la réseau communautaire, c'était juste pour le traitement d'informations communautaires. Par exemple, s'il y a une campagne de sensibilisation au niveau de la communauté, c'était la radio qui était chargée de passer l'information. Mais comme nous le savons tous au Sénégal, c'est la classe politique qui fait face à toutes les choses, toutes les bonnes choses. Donc il y a beaucoup de radios qui ont été installées de malheureusement qui ne fonctionnent plus. Donc il faut que nous, en tant que citoyens, nous, en tant qu'acteurs de l'information, jouer un rôle très important, surtout dans les échanges de place à venir. Il y a des gens qui parlent de vol, entre autres, mais en tant que responsable, quel est notre rôle dans le traitement d'information? C'était la question que je vais poser au doyen, à qui je salue très bien, qui est un partenaire du ministère. Donc, moi, je ne suis pas pour le ministère de l'Information. Merci beaucoup, doyen. Merci beaucoup. Je voudrais commencer par là où il a fini sur la question des fréquences. La FFP a l'habitude de dire que les fréquences sont un bien public non extensible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas multiplier le nombre de fréquences qui existent. Il y en aura toujours le même nombre. Si ça ne diminue pas, ça ne augmentera pas. Du coup, il se pose le problème du partage de ces fréquences-là. Qui peut les utiliser? Par exemple, là, on a dit que, je pense que c'est l'une des raisons qui devait faire qu'on devait passer à la TNT, c'est que si on passe à la TNT, les télés vont libérer énormément de fréquences qui vont pouvoir être utilisées au niveau des opérateurs de télécom, par exemple. Et également, idem pour la radio, si la radio passe aujourd'hui. Et comme vous l'avez dit, les politiques ont fait main basse sur ce bien-là. Aujourd'hui, la grande question, la bataille que doit être la bataille des médias, quand je dis des médias, je mets dedans principalement les organisations de médias, que ce soit les syndicats, le syndicat de patron presse, le syndicat journaliste et tout, c'est comment se battre avec une force de refaire une partie au moins de ce bien. Vous avez également posé la question de savoir qui peut traiter l'information. Comment peut-on aujourd'hui interdire à quelqu'un qui a un smartphone, qui peut filmer, prendre des sons, et qui a des comptes sur lesquels il peut diffuser ce qu'il a filmé, de le faire? Ce n'est pas possible. On a essayé, on a pensé à un moment donné en disant oui, ceux qui ont la carte de presse, ceux qui n'ont pas, en utilisant un mot que je déteste au-dessus de tout, assainir. C'est-à-dire qu'on assainit quelque chose qui est sale. Je considère que je ne suis pas dans un milieu qui est sale. Et en utilisant ce terme-là, pour justifier la carte de presse et la manière dont elle a été présentée et vendue,
On s'est retrouvé à ce que l'autorité politique utilise ça contre nous, parce que c'est nous qui lui avons dit qu'on veut assainir. Et donc il est en train de prendre des gens et de dire, ok, vous m'avez dit d'assainir, je vais assainir. Celui-là il n'a pas la carte, je l'envoie en prison. Celui-là n'a pas la carte, je l'envoie en prison. C'est nous qui l'avons demandé. Donc, dans cette histoire de dire est-ce qu'on veut qui peut exercer le métier ou qui peut diffuser de l'information, aujourd'hui le monde il est tel qu'on ne peut plus se permettre, on ne peut plus espérer pouvoir dire ok, Alpha peut diffuser, l'autre ne peut pas diffuser. Tous ceux qui ont le moyen le feront. Si on ne trouve pas un moyen de faire en sorte que la carte de presse ou en tout cas tout ce qui peut permettre d'identifier un journaliste lui apporte plus de privilèges que tous les autres pour qu'il puisse travailler à donner une information de meilleure qualité que les autres. C'est là, pour moi, c'est là le débat. Ce n'est pas de dire on interdit aux autres d'exercer. On ne peut pas leur interdire. C'est de faire en sorte que ceux qui ont la qualité de le faire puissent le faire avec assez de moyens pour pouvoir proposer des produits à plus grande valeur ajoutée. Et je termine sur le dernier point où on disait que si les gens veulent des médias de qualité, il faut qu'ils achètent. Les gens achètent. Mais ils achètent quoi? C'est là la question qui se pose. Le boutiquier du quartier, il ne vend que ce que le quartier achète. Les médias aujourd'hui ne vendent que ce que les gens lisent. Si vous voulez faire un dossier super complet sur le système électoral, qui peut voter machin, personne ne l'achètera. Par contre, mettez certaines photos à la une, tout le monde l'achètera. C'est ça la grande question. Aujourd'hui, qu'est-ce que les Sénégalais veulent comme information? Parce qu'une entreprise de presse, dans l'expression entreprise de presse, il y a le mot entreprise, qui est une structure qui a vocation à créer de la richesse, à vendre le bien ou le service qui s'appelle information. Et il ne vendra le type d'information que son public achète. C'est là où est le problème. C'est-à-dire aujourd'hui, qu'est-ce que le public sénégalais consomme? Est-ce que moi, on peut me demander de produire, de dépenser de l'argent, de produire une information que le public sénégalais ne consommera pas? Est-ce qu'aujourd'hui, à 10h, à 9h du matin, si vous faites une émission différente de Khalas ou de Teus, les gens vont vous écouter? C'est ça la grande question qu'il faut se poser. Merci. Merci beaucoup. Je voulais revenir sur plusieurs points. Je pense comme tu l'avais dit, il y a une énorme responsabilité des citoyens et on le voit aussi sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les réseaux sociaux fonctionnent selon le modèle économique d'engagement. Et malheureusement, ce qui fait le plus d'engagement, c'est le bas, c'est la désinformation. Donc on voit parallèlement, comme vous avez dit, sur la question de est-ce que le citoyen achète les médias d'information de qualité, comment il se comporte aussi sur les réseaux sociaux. Donc effectivement, il faut trouver une manière de rendre aussi le citoyen relevable au système qui crée. Je voulais aussi revenir sur la question du financement. On a parlé de publicité publique, des hommes d'affaires, mais il y a une nouvelle discussion autour de comment financer les médias qui est liée aux plateformes. Aujourd'hui, c'est eux qui récupèrent de plus en plus de publicité, mais c'est eux qui diffusent beaucoup de contenu des médias à travers les liens qui sont mis sur les réseaux sociaux. Et donc, il y a les premiers pays qui ont commencé à mettre en place des législations pour faire participer les plateformes au financement des médias. On a l'Australie qui l'en fait depuis 2-3 ans, on a le Canada, et donc l'idée c'est effectivement l'État fait des chiffres d'affaires, il fait des chiffres d'affaires en publiant les articles de la presse sans rien payer. Et donc en fait les rendre, les faire participer au coût de production de cette information que eux diffusent sur leur plateforme. Mais c'est, on a vu, il y a des discussions en cours au Canada, au Brésil, où c'est quand même le bras de fer entre ces plateformes tech et l'État qui essaie de pousser pour les faire participer au financement des médias. Et donc ça, c'est quelque chose aussi auquel il faut réfléchir à quel point ces plateformes peuvent, à long terme, financer une partie du journaliste parce qu'il en profite pour faire des chiffres d'affaires et créer de l'engagement. Voilà, je vais réagir très rapidement sur 4 points. Sur les GAFA, je pense qu'il ne faut pas qu'on se lève. Tant qu'on continuera à utiliser les applications développées ailleurs pour des objectifs particuliers, on n'aura jamais
ni la liberté, ni la sécurité. Jamais. Donc, la solution à long terme, c'est de développer nos propres applications, comme le font les pays asiatiques. C'est le seul moyen de pouvoir faire face dans le long terme à ces cas. Dans le court terme, il faut adopter le modèle de régulation européen, de se mettre en commun pour faire face à Google ou bien à Facebook. Mais le chiffre d'affaires de Google dépasse le budget de l'État du Sénégal, du Mali, du Congo. Qu'est-ce que l'État du Sénégal peut contre Google? Rien. Déjà, la France ne veut rien contre Google et Facebook. Qu'est-ce que le Sénégal fait? C'est pour là les Européens, sachant la puissance des GAFAM, se sont mis ensemble pour faire face à ces géants. Donc, la protection dont nous avons besoin, nous, c'est de travailler au niveau africain, de mettre en commun nos efforts pour pouvoir faire face à ces géants. Sinon, dans le court terme, on sera désarmé, on ne peut absolument rien faire. Sur maintenant la pierre que vous lancez à la société civile, Mme Cissé, qui reproduisent le modèle du gouvernement. Mais il faut savoir une chose. La société civile, c'est le volontariat. La société civile en Afrique, au Sénégal, n'est pas professionnelle. Quelles sont les organisations nationales qui ont des employés, qui les payent, qui cotisent pour la retraite du coup? Très peu d'organisations de la société civile. Si ça existe, c'est parce qu'ils ont des partenaires extérieurs qui les soutiennent à long terme, ou bien c'est la filiale d'une organisation internationale. Donc, travailler dans la société civile, en Afrique, au Sénégal, ça demande un engagement personnel. Non seulement vous ne vivez pas de votre travail, vous y mettez votre vie de famille, et vous êtes en danger. Croyez-moi, c'est risqué de travailler pour la société civile. C'est là que je suis. Je me définis comme état de la société civile. Donc, on ne se bouscule pas, ni pour être membre de la société civile, ni pour diriger une organisation de la société civile. Donc, vous voyez, un membre, un président pendant 20 ans, il faut comprendre, c'est parce que un engagement personnel. Et pire encore, quand vous voyez les gens se bousculer pour diriger le récit, il faut savoir que c'est les RG qui sont derrière qui veulent contrôler cette organisation-là. Bon, ça, c'est une partie sur la pierre que vous avez lancée à la société civile. Maintenant, sur le processus électoral, non, sur les limites de la démocratie, vous avez dit, il y a des élections régulières. Vous savez, il y a surtout la carte. Ma carte, ma force que les Sénégalais. Oui, parce qu'il y a des élections régulières. Mais le danger de la démocratie représentative, c'est que vous avez une carte blanche pendant 5 ans à une personne à un pouvoir. C'est ça le problème. Pendant 5 ans, la personne peut faire, l'élu peut faire ce qu'il veut sans aucun contrôle citoyen. Ce qu'il faudrait, c'est une démocratie dans laquelle il y a une redevabilité permanente. Ça veut dire que l'élu est sous le contrôle permanent du citoyen. Comme ça se fait en Suisse. Vous allez en Suisse, une autorité cantonale ou municipale peut être révoquée par les populations à tout instant. Ils peuvent s'organiser si l'élu ne travaille pas dans le sens souhaité par les électeurs. Donc, le fait qu'il y ait des élections tous les 5 ans ne résout pas les difficultés de la démocratie représentative. Sur le fichier électoral, vous disiez tout à l'heure que c'est final. Je dis pour moi. Oui, j'ai dit ça. On est en démocratie. Mais j'ai dit pour vous. J'ai dit pour vous, madame Cissé. J'ai dit pour vous, elle est fiable. Je vous renvoie à l'audit du fichier électoral de 2021. Je vous rappelle bien le fait. Cet audit a révélé que plus de 900 000 électeurs ont été inscrits illégalement. Mais ça a été corrigé. Non. D'ailleurs, dans les recommandations de l'audit, on va continuer notre discussion. Ce qu'on devrait recommander, c'est la radiation de ces électeurs inscrits illégalement. Le fichier électoral est biométrique. Et pourtant, l'audit a révélé qu'il y a 250 000 personnes qui ont été inscrites sans empreinte digitale disponible ou exploitable. L'audit a révélé que plus de 25 000 personnes ont été inscrites sur le fichier électoral en dehors des périodes de télévision. Ça pose des problèmes. Il y a plus de 2 millions d'inscrits illégalement dans le fichier électoral. Pire encore, il n'y a pas de transparence dans la gestion du fichier électoral. Ni les citoyens, ni les partis politiques. Personne n'a accès au fichier électoral de ce pays-là. Mais le fait qu'il y ait ce manque de transparence doit nous faire douter de la fiabilité de ce fichier électoral. Oui. De toute façon, je pense que le débat, c'est avec la salle et nous avons largement consommé le temps qui nous est imparti. Moi, je dis qu'un fichier électoral qui permet quand même régulièrement qu'un président, même au pouvoir, soit changé. Moi, globalement, je ne dis pas totalement, je dis globalement, je crois à la fiabilité du fichier électoral parce que quand même, 2 fois des gouvernements au pouvoir ont
perdu des élections. Mais ça m'engage, ce n'est pas le débat. Je pense qu'on va se terminer sur des notes de questions et j'aime pas les panels clos. Ismaël, on va continuer la discussion parce que je ne sais pas, nous les médias, d'où tenons-nous l'idée que c'est ça que les Sénégalais veulent en termes d'information? Nous savons tous quand même les modalités de production de l'information, comment ça se fait dans nos rédactions, qui décide de la une, qu'est-ce qu'on met en exergue, qu'est-ce qu'on vend aux Sénégalais. Je pense que c'est un peu péremptoire de dire quand même que voilà, les Sénégalais finalement ne veulent pas d'une information utile, fiable, solide, qui puisse quand même améliorer leur niveau de citoyenneté, qui puisse renforcer leur capacité à réclamer leurs droits. Je ne suis pas sûre que nous ne voulons pas, mais nous les médias, nous avons décrété de façon très confortable que les Sénégalais aiment la légèreté. Dans quelle mesure on n'a pas formaté un peu aussi les attentes des Sénégalais? Je pense qu'il faut qu'on appréhende aussi cette question-là un peu à notre propre responsabilité. Pour la société civile, vous prêchez une convaincue. J'estime être de la société civile pour avoir dirigé un syndicat, pour être dans les instances mondiales du journalisme, où quand j'y vais, on me donne mon billet d'avion, mais même pour appeler ma famille, j'utilise mes propres sous.